les formes d'activité économique que certaines entreprises choisissent ou les modèles d'activité économique que certaines entreprises choisissent sont clairement des formes d'esclavage moderne. La chaîne de production mondialisée, à travers l'explicitation de ce que nous dit Henri Grégoire, à travers la traite négrière, c'est que tous sont complices, du matelot à l'assureur, l'affréteur, le fabricant du bateau, tous sont complices. Rana Plaza, cet immeuble bâti sur un sol instable, sans autorisation, et dont l'effondrement mercredi a causé la mort de plus de 370 personnes. Cet accident industriel est le 3e en 5 mois au Bangladesh, 2e exportateur mondial de textiles derrière la Chine. Dans ce bâtiment, plus de 3000 ouvriers, majoritairement des femmes, confectionnaient des vêtements pour environ 30 € par mois. We have seen so many disasters so many times. Rana Plaza was really an eye-opener. I think Rana Plaza shook everybody because of the sheer size of the disaster, because the amount of people who died, and because it was so clear that there was a link between our Western companies and the people who were victims of corporate greed. It wasn't the only disaster, of course. There have been many, and the good, if you can even call it that, consequence of Rana Plaza was that it was too big a disaster for business as usual to continue. And finally, enough people said, enough is enough. But that was after years of pressure groups, NGOs, civil society organizations, academics, and those serious about responsible business, and they exist as well in the business world, saying it is time for legislation. You do that by saying to companies that they have to take an interest in what happens in their supply chains. They have to take an interest in how the products that they make or the services that they're providing, how those got to be. And they have to do that by doing research, talking to people on the ground, talking to workers, taking an interest that is proactive and not reactive. And when they find problems, when they find risks, when they find that negative consequences are already there and disasters are already close to happening, they have to do something about them. And if not, there will be liability. C'est une forme de reconnaissance de l'influence qu'exercent les entreprises multinationales sur leur chaîne d'approvisionnement et du coup de reconnaître un peu le pouvoir économique qu'elles ont, malgré le fait que ce soit des entités juridiques distinctes. Et de dire, comme vous avez cette influence et que vous avez ce pouvoir-là sur vos sous-traitants, sur vos fournisseurs et sur tous vos partenaires commerciaux, alors on va vous obliger de faire en sorte que ces partenaires-là respectent un minimum les droits de l'homme et n'atteignent pas de manière disproportionnée à l'environnement. Et c'est un peu ça la démarche du devoir de vigilance, c'est de dire on va essayer de réglementer un peu l'activité de ces multinationales à l'étranger. On est, après Bhopal, sur le 2e plus grand accident industriel. L'opinion publique est frappée au cœur parce que les marques de vêtements qui sont retrouvées dans les décombres du Rana Plaza, ce sont des marques de vêtements que nous portons. Donc il y a une sorte d'identification. In the past, you saw that maybe a European company goes to another country outside Europe and they do some kind of production there, whether it's oil production or whether it's producing materials or clothes or whatever. This model hardly exists anymore. So now what you see is that you have a European company and they subcontract another company and they subcontract another company and they subcontract another company. And the actual production of clothes or other products is happening very far down in the supply chain. Ce qu'on a constaté avec la mondialisation et le recours accru à la sous-traitance, c'est que ce que les entreprises multinationales font, c'est qu'elles essayent d'externaliser les risques
Et du coup, elles passent par des entreprises qui sont à l'autre bout du monde. Ça leur permet de réduire les coûts parce que les salaires qui sont payés sont beaucoup plus bas. Il y a souvent des... je parlais de notre champ de compétences à nous, donc plutôt le droit des travailleurs, mais c'est par exemple des salaires qui ne sont pas payés, des licenciements abusifs, des travailleurs qui travaillent dans des conditions absolument indignes. They've been exploring oil and gas in Nigeria, in the Niger Delta, and they have left the area completely devastated. There have been thousands and thousands of oil spills. People have lost their fishing grounds, their agricultural land, and the companies have gone unaffected by that. People have tried to take them to court in Nigeria, and it doesn't work. The courts are not independent. There's a lot of bribery. The people just don't have the means to take them to court in an effective way. So what we've done is we've taken, together with a number of fishermen from the Delta, we've taken Shell to court in the Netherlands, together with our sister organization in the Netherlands. And it took 13 years before the court finally agreed that Royal Dutch Shell, which was at that point still based in The Hague, that Royal Dutch Shell, the court said that they are responsible for protecting the interest of people there. But the first 5 years of that court case was spent on arguing that actually the head office in The Hague was responsible, because Shell in The Hague was saying, oh no, you need to go to Nigerian courts. And it took 5 years, which were lost. Some of the farmers who started the court case died in the meantime. So this is the kind of hurdles that exist at the moment and that make it almost impossible to take a company to court. You need to have a lot of determination and a lot of resources to be able to actually go to court for 13 years. Most people cannot afford that. So that's why it needs to be regulated in a European law, that if there is a company based in the EU who is causing this kind of impact outside the EU, that you can take them to court here. Il n'est pas acceptable que ces victimes-là et leurs familles n'aient pas un accès facilité à la justice. Et pour l'instant, les entreprises refusent d'avoir le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que la preuve est encore actuellement sur les victimes. Les victimes doivent prouver que le bâtiment n'était pas assez solide, alors que c'est l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité et la santé au travail. Quand on parle de devoir de vigilance, on pense systématiquement au devoir de vigilance à l'étranger, mais les chaînes de sous-traitance et de toutes ces chaînes de valeur et d'approvisionnement, elles existent aussi au niveau français. Et on voit qu'il y a toujours beaucoup de violations. En ce moment, il y a les chantiers du Grand Paris, ou les chantiers du JO, c'est des chantiers qui se voulaient exemplaires. Il y a des chartes sociales qui ont été signées avec les organisations syndicales. Il y a énormément de morts sur ces chantiers, enfin beaucoup trop pour des chantiers sur lesquels on a mis autant d'attention. We want to be recognized as victim of human trafficking, and we want that you can work, that you can have housing, and that you can have support on the psychological part. Our demands is here. We want to work actually, We used to work in the project that Borealis with IREM, and we want to continue our job. And we want from government to help us about our situation. In the first, I went to fields when I started in the Borealis project. It was quite well, but we didn't know that there is a problem inside. We just they did our paperwork, everything. Then we started the project. Around 1 month, there was some inspection going on the site. First time I saw there is inspection is going on. Everybody
they told us, I mean, like our safety on the side, they told us, come, they have to inspect anything. If they ask you any question that you have any problem, you get paid or well, or you have a contract or everything, say you have everything. If anyone says, no, I don't have everything, and then they say, okay, you have to go outside project. And the guys was watching us around when we talk with the guys, with the inspectors. Borealis give job to IREM. IREM, we have a contact only with IREM. We had the problem, we didn't get paid for 2 months. Because for me, it was 2 months I was working on the site. I get only 15 days payments. The rest, no, nothing. We work 8-9 hours on the site, but they only pay us 4 hours. So because of that, we was really angry, everybody. I work in Congo, in Libya. In Libya, I worked during war, you know. It was not easy to go there. When we go to airplane, I mean like airport, there was a security to stay with us. Then after we fly to field. But almost in that we get paid. We don't have a problem because we know that contract, we had a contract in Turkey. Okay, they will pay me like, okay, 2,000, 3,000, whatever I have a contract. Every month I get paid this. I never see money there. They only pay me pocket money, like, okay, $2,000, $300, $400 for pocket money. The rest, it is in my account. I get paid every month. Then during 4 months, I go back to Turkey. In many countries, I work like this. I don't have any problem. But when I come here, and this happened, I was really, how you say, really not understand the situation. In Europe, impossible. I was thinking it's impossible. Malheureusement, toutes les affaires en Belgique, ils traînent beaucoup trop longtemps. La raison derrière, c'est non seulement un manque de moyens pour la justice, pour les équipes de recherche, pour les inspecteurs, mais c'est aussi la législation qui ne les aide pas. Parce que la législation va forcer les enquêteurs de trouver l'employeur de toutes ces personnes et tous ces travailleurs étrangers. Donc, ils vont devoir chercher en Turquie, au Bangladesh, dans des pays de l'Europe de l'Est, ce qui est vraiment une recherche de longue haleine. Tandis que si en Belgique et dans les autres pays de l'Europe, il y avait une législation en vigueur sur la responsabilité solidaire, on pouvait directement s'attaquer vers le donneur d'ordre, dans l'occurrence Borealis. Si tu as un bon chariot avec des bonnes roues, ça te facilite déjà la chose, le travail. Mais s'il a des problèmes dans les roues, là, ça te complique les choses encore. Par exemple, je prends ici des gants, mais ils ne sont pas sécurisés pour faire les sanitaires. Ça ne protège pas du tout. Normalement, vous avez des gants spéciaux pour l'hygiène, pour justement nettoyer les sanitaires, c'est-à-dire les sanitaires et les toilettes. Donc, normalement, c'est des gants beaucoup plus épais qui sont adaptés. Ça peut arriver que certaines entreprises fournissent de bons gants et certaines entreprises peuvent fournir du n'importe quoi. En général, les grosses sociétés respectent cela. Mais les petites sociétés, les sous-traitants, j'ai du mal à croire qu'ils respectent tout. Sinon, pourquoi les clients n'appellent pas ces sous-traitants-là? En général, ils appellent à les grosses boîtes, à des grosses sociétés, mais c'est les grosses sociétés qui font appel à ces sous-traitants. Puis, vous avez toujours les gestes répétitifs. C'est quotidien, c'est la routine. On les compte même plus, c'est des milliers de fois. Et c'est répétitif, et c'est à long terme, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite. Donc, c'est à long terme. Ça use. J'ai connu des personnes, oui, qui ont arrêté leur travail parce que soit on leur payait, la plupart du temps, on ne leur payait pas leurs heures de prestation. C'est des gens dans des difficultés financières. On ne va pas dire qu'ils acceptent tout, mais ils n'ont pas le choix. Ça arrive qu'ils ont de mauvais traitements, ils ont des mauvais produits, de la mauvaise qualité, ou à tous les niveaux, oui. Bah, pour moi, le travail, il est livré à lui-même. C'est une petite structure, c'est un sous-traitant, l'employeur, il est maître absolu.
Il a le plein pouvoir de tout. Et je comprends les sous-traitants, les gens qui travaillent dans ces petites structures, ben, ils n'ont pas grand mot à dire s'ils ont le malheur de contrarier l'employeur, ben, ils sont licenciés. Hein. En tant qu'organisation syndicale, on est très préoccupé de voir ce qui se passe et on se dit qu'il y a des enjeux énormes sur la sous-traitance. Plus on va loin dans la chaîne de sous-traitance, plus en général les conditions de travail sont dégradées et sont inhumaines et indignes. At the moment, there is no proper enforcement mechanism at the European level to make sure that European companies are respecting human rights. There are some kind of voluntary systems, like there is the OECD has guidelines for multinational companies, and you can even file a complaint there. But then the organizations that are dealing with these complaints, they don't have the capacity or they don't have the mandate to punish companies. They can make a statement, but they can't force companies to do something or stop doing something bad. So we need strong enforcement mechanisms. The proposal in the law does have some concrete and good mechanisms. They can give fines to companies. I think they can go up to 5% of the turnover of a company, which, if you talk about big multinational companies, these can be big fines. They can also force companies to stop certain operations. So on paper that can be good. The question is only, are they going to do it? Je pense que quand, en France, on a discuté de mettre en place une loi sur le devoir de vigilance, la réflexion, c'était ou peut-être le bouleversement, ça a été de dire on arrête de penser que les approches volontaires fonctionnent. Ça ne fonctionne pas. Si on dit aux entreprises multinationales, allez, on vous encourage vivement à mettre en place des politiques pour responsabiliser votre chaîne de valeur, elles ne le font pas d'elles-mêmes. Et on s'en est rendu compte parce que les violations des droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement n'ont pas arrêté. Et pour nous, le bouleversement, ça a été qu'il y ait une sorte de confirmation de ce que nous, on a toujours prôné à FO, c'est de dire la responsabilité sociale des entreprises, si ça repose que sur des approches volontaires, c'est largement insuffisant et ça ne fonctionnera jamais. Il faut réglementer, il faut obliger et contraindre par la loi les entreprises à mettre en place ces politiques-là. Est-ce qu'on est dans le domaine des affaires, du commerce, qui serait une sorte de boîte noire, ou est-ce qu'on considère que le politique a à dire? Évidemment, nous considérons que le politique a à dire dans les paradis fiscaux, qu'il a à dire dans les chaînes de production mondialisées. C'est avec une certaine émotion que je m'exprime à cette heure devant vous et en blaguant, j'aurais envie de dire « il était temps ». Il était temps que ce marathon législatif que nous avons entamé dès 2012, et non pas au moment du Rana Plaza comme beaucoup le croient, mais dès 2012 sur une plateforme d'ONG qui visait à construire une planète plus solidaire, il était temps que ce projet de loi aboutisse. La genèse, c'est des ONG qui sont en prise avec le terrain dans d'autres pays. Cette loi est géniale parce qu'elle est passe-muraille, elle dépasse les frontières. Elle crée une obligation pour les donneurs d'ordre au-delà des limites géographiques de la nation. Donc elle porte les valeurs universelles de notre humanité, de la République, en l'occurrence de l'Europe, je pourrais dire aujourd'hui. Le nombre d'entreprises couvertes en France, c'est à peu près entre 200 et 300 entreprises. On n'a pas les chiffres, parce qu'à chaque fois qu'on demande le nombre d'entreprises ou le nom des entreprises qui sont couvertes, ce qui pourrait sensiblement aider pour aider à l'amélioration de l'application de la loi, on nous explique qu'en fait, ça touche au secret des affaires et qu'on ne peut pas avoir la liste des entreprises concernées par le devoir de vigilance. Et l'autre truc qui est hyper intéressant, c'est que c'est une loi qui a été adoptée en réponse au Rana Plaza. Et en fait, une grande partie des entreprises donneuses d'ordre dans le cadre du Rana Plaza ne sont pas couvertes par la loi sur le devoir de vigilance. Dans la mise en œuvre de la loi, il y a la loi française a plein de défauts. Elle a apporté le principe fondamental qui a fait école, mais elle a plein de défauts. Le seuil était très élevé, 5000 salariés. Il est trop élevé, on va le descendre probablement à 500 à l'échelle européenne, on le savait. Allez, à quelques réserves près, tous les syndicats vont faire chorus aux côtés des organisations non gouvernementales. Donc on a une forme de coalition
ONG, syndicats. Voilà. Ça, c'est des alliés, et puis bien sûr des intellectuels, des universitaires. Du côté des adversaires, il y a tous les conservatismes dans les ministères. C'est nouveau. Ça peut être une entrave à la compétitivité, à l'attractivité de la France. Et puis, on a surtout des adversaires que sont une partie des dirigeants d'entreprises, et notamment du CAC 40. Ils font un intense lobbying auprès de Bercy et de Matignon, de l'Élysée, bien sûr, pour écarter cette loi. Et ils vont plutôt bien réussir pendant plusieurs années. Donc il nous faut de la persévérance, beaucoup de persévérance. Et des militants, beaucoup de militants. En France, le gros problème de la loi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'obligation d'impliquer les organisations syndicales. Il y a une phrase un peu énigmatique qui dit que le plan de vigilance a vocation à être établi en concertation, en association avec les parties prenantes, sans préciser ce que c'est qu'une partie prenante. Et du coup, pour nous, c'était de dire, en tant que syndicalistes, on a toute notre place autour de la table, et qui de plus pertinent que nous pour parler des travailleurs, pour porter des revendications. Et c'est un peu le combat qu'on mène en disant, regardez, en France, il n'y a pas d'obligation. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises ont majoritairement pas consulté les organisations syndicales, pas impliqué les organisations syndicales. Sur l'hôpital du GHDC, il y a eu avant les Ukrainiens les Roumains. Et là, c'est une autre tactique. Le gars, l'ouvrier ukrainien, il est décédé. Il est mort. Il est décédé, ouais. Il est tombé de l'échafaudage. Il était même sur l'échafaudage. Ils n'ont pas eu de formation. Ils ont fait les formations après. Le délégué, sa mission, c'est de contrôler tous les travailleurs sur son chantier, qu'ils appartiennent à la société, qui viennent de l'intérim ou qui viennent de travailleurs sous-traitants. Et ça, notre rôle, il a été consolidé dans les conventions où notre rôle, c'est de visiter les chantiers et de s'occuper de tout le monde. La difficulté, c'est parfois la barrière de la langue. Et c'est surtout pour un syndicaliste, c'est le fait qu'on connaît les problèmes une fois qu'ils sont apparus. Et donc on ne vient se plaindre chez nous que quand il y a un problème. On n'a pas cette démarche anticipative de régler et d'essayer de détecter les problèmes avant qu'ils ne se rencontrent. Et ça, c'est une de nos grosses difficultés. En Belgique, on est passé du secteur et d'un système des négriers. Moi, je me rappelle les années 80, les années 90. Il n'y avait pas vraiment les travailleurs détachés. On avait le phénomène des loueurs de main-d'œuvre, le système des négriers, qui progressivement a été mis sous la sellette par la justice au début des années 90. On a commencé à faire des procès à Lata, Buongiorno. Et donc ce système s'est transformé progressivement avec une ouverture que l'Europe avait faite avec la directive sur le détachement. Et on a commencé à voir apparaître des travailleurs détachés. Et donc le détachement, ça a été un phénomène, une ouverture exponentielle sous un aspect légal qui a permis à beaucoup d'entreprises de rentrer dans une forme de dérive et de dérégulation du marché. Des dossiers qu'on a devant la justice, des dossiers emblématiques avec de graves accidents de travail, où on n'arrive pas à détecter un peu la responsabilité de la cascade de sous-traitance. Souvent, on se limite au sous-traitant lui-même, étranger, mais qui ne dépend pas de la Belgique, qui dépend de la Pologne, souvent quand c'était le fameux accident mortel de l'Ukrainien. Et là, on est bloqué, quoi. On ne sait même pas dire si le travailleur ukrainien qui vient d'une société polonaise était bien déclaré en Pologne, s'il est bien couvert en termes d'accident de travail. Et donc, nos fameux systèmes de responsabilité solidaire de la cascade, voilà, en remontant jusqu'à l'entrepreneur principal, voilà, on a des règles peut-être, mais qu'on n'arrive pas à appliquer dans la vie de tous les jours. Ces règles sont écrites d'une telle manière qu'elles sont ingérables pour les services d'inspection. On a des services d'inspection. Le problème des services d'inspection, c'est qu'ils sont sous-financés. Ils sont sous-financés. Et donc aujourd'hui, on ne remplace même plus les malades. Donc ça veut dire que même le cadre, parce que voilà, c'est la fonction publique, le cadre n'est même pas atteint. À d'un blessé, je me rappelle que j'avais sonné à mon chef ici et là, à dire il se passe ça sur le chantier. Voilà, on n'est pas responsable des ouvriers des autres. Donc voilà, lui, on ne sait même pas
Je n'ai jamais su ce que ce garçon-là avait eu comme lésion, ici et là. Ces gens-là, ils disparaissent dans la nature, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas, parfois des cas graves comme à Bruxelles, où le gars a été retrouvé mort dans la baraque et on a été le taper dans le bois de la Cambre. C'est un cas qui a été connu, je crois que c'était un Brésilien. Et voilà, les responsables, on ne sait pas qui c'est, parce que voilà, on a été le taper là-bas parce qu'on a paniqué, on a été le conduire dans le bois et on a dit aux entreprises qui employaient ces gens-là, attention, il ne faut plus que ça se reproduise. Là, ce qu'on a dit, ce garçon-là, c'est bon que sa famille a cherché après, ou sinon, on ne savait même pas qu'il était dans le bois. Ouais, donc la responsabilité, elle est totalement diluée. Voilà. Et souvent, quand il y a un problème, c'est pas moi, c'est l'entreprise sous-traitante. Voilà. Et donc, en termes de protection du travailleur, entre les nôtres, malheureusement, on arrive à faire jouer notre législation et les travailleurs détachés, d'abord, on manque de statistiques, on n'est jamais sûr qu'ils sont déclarés en accident de travail. Et donc, souvent, ils sont laissés à la merci du bon vouloir de l'employeur sous-traitant. Notre rôle, c'est d'abord détecter un peu le schéma fonctionnel du chantier. Et ensuite, bien entendu, c'est d'avoir des liens avec tous les sous-traitants et d'essayer d'avoir une relation avec des travailleurs qui peuvent nous alimenter en informations. Il y avait beaucoup de résistance des entreprises françaises qui disaient « mais vous vous rendez compte, vous nous demandez, vous faites peser sur nous un nombre d'obligations tellement considérable qu'on va plus, il y aura plus de concurrence loyale, on va plus pouvoir opérer sur le marché à égalité avec les autres entreprises. » Il faut se rappeler qu'à la fin du 19e siècle, lorsqu'un journalier, il n'y a pas vraiment de statut de salarié, mais les journaliers, les tâcherons, se tuent à la tâche, au sens littéral, au sens propre, sont blessés ou meurent, on considère que c'est la fatalité ou que c'est leur maladresse. Bon. Et Martin Nadeau voit l'injustice énorme, voit les familles brisées, les corps et les destins et les familles brisées. Et pendant 9 ans, je crois, 9 à 10 ans, il va combattre à l'Assemblée nationale pour qu'une loi reconnaisse la responsabilité du donneur d'ordre, celui qui a payé le vacataire ou le journalier. C'est une telle révolution. Le patronat estime à l'époque que c'est la fin de l'économie. Et ça va être le contraire. Ça va être le contraire, parce que dès lors que la loi est adoptée, au bout de toutes ces années de combat, de cette persévérance, que ce principe de responsabilité est établi, une indemnisation doit être fournie lorsqu'il y a un accident. Pour que cette indemnisation ne soit pas l'objet d'une faillite pour les forges ou les mines de l'époque, le monde des chefs d'entreprise, des patrons, organise des caisses accidents du travail. Donc ils mutualisent le risque. Et ce risque mutualisé, pour qu'il soit supportable financièrement, il faut prévenir. Donc on va moderniser les mines et les forges. On va les sécuriser. On va mieux les armer. Et de fait, on va gagner en productivité. Donc il y a moins d'accidents. Il y a plus de productivité. Le système assurantiel a fait son œuvre au nom du principe de responsabilité. C'est la même chose qu'en 1898, en 2017, on établit entre le donneur d'ordre, qui sont les actionnaires des multinationales des pays les plus prospères, sont désormais tenus responsables de la chaîne de production jusqu'au bout du monde, puisqu'ils ont cette puissance de déclencher des chaînes de sous-traitance. Donc, ils doivent l'assumer. Et c'est une révolution, comme a été une révolution Martin Nadeau. There's been enough pressure from NGOs, civil society groups, academics, and all those involved in corporate justice that now we have a critical mass here in the parliament, in the policy-making community that can say, okay, it's time for a law. There is no sustainable business without the respect of human rights. And human rights are workers' rights, are trading rights, are family rights, are rights of the environment. L'initiative qui émane du Parlement européen, c'est une initiative qui a été portée
par le mouvement syndical européen, par un ensemble de confédérations nationales en Europe, de fédérations européennes syndicales. Elle reflète aussi un travail conjoint avec des ONG, en fait. Et elle se retrouve dans l'ensemble, je dirais, des partis progressistes en Europe, plus ou moins bien développées, plus ou moins ambitieuses. Mais effectivement, je crois qu'il y a une volonté en Europe d'avancer vers un texte européen qui permettrait justement de mettre en place les règles minimales nécessaires pour que l'ensemble des entreprises aient une activité économique équitable, raisonnable envers les êtres humains, envers les travailleurs et envers les communautés. On passe de 70 millions de Français à plus de 500 millions d'Européens. On passe, alors, je ne veux pas être humiliant pour l'économie française, mais on passe quand même du stade artisanal au stade industriel. C'est-à-dire que c'est comme les politiques commerciales extra-européennes sont de compétence de l'Union, c'est non seulement l'ensemble des pays de l'Union qui vont appliquer cette loi, mais elle va être chargée dans les négociations, dans les traités à venir. C'est ça sa puissance d'action. C'est qu'on saura que quand on commerce avec l'Europe, on commerce dans ces conditions-là. On respecte les droits de l'homme, on respecte la nature. Et ça, c'est vraiment une nouvelle donne. Il y a des syndicats qui sont là pour représenter les travailleurs et c'est nécessaire d'avoir cette représentation parce que l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise est tout à fait déséquilibré et il faut vraiment avoir la possibilité de représenter les travailleurs. Et c'est justement une des batailles que l'on mène, c'est de pouvoir sortir le devoir de vigilance d'une situation qui a été menée, enfin d'un contexte qui a permis de développer la responsabilité sociale des entreprises comme quelque chose qui est unilatéral, comme quelque chose qui est volontaire et qui est juste dans les mains des entrepreneurs sans pouvoir permettre aux syndicats, aux représentants des travailleurs, voire aux ONG d'intervenir dans cette responsabilité. Et donc on a ici une situation qui va nous permettre maintenant en Europe et à l'extérieur de l'Europe de changer ce modèle-là et de permettre justement aux syndicats de continuer et d'améliorer la situation des travailleurs à l'intérieur des entreprises. Certaines jouent le jeu, d'autres ne le jouent pas. Dans cette projection de l'entreprise sur le marché monde, associer les travailleurs de l'entreprise et garantir à ceux du monde l'accès à la justice, c'est un très beau récit syndical. Et c'est un récit démocratique. C'est le récit d'une nouvelle entreprise. Ça remet l'humain au centre et c'est considérer le travail comme une œuvre commune. C'est plus une marchandise, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi, l'espérance que porte la loi devoir de vigilance. Il ne faut pas qu'on ait à chaque fois besoin de la médiation d'une ONG, d'une puissante ONG occidentale pour que le droit triomphe dans les pays du Sud global ou dans des pays en voie de développement. Il faut que des processus assez universels soient créés pour que quiconque, quasiment, quelle que soit sa pauvreté matérielle, son absence de culture administrative, puisse néanmoins savoir que cette loi existe et qu'il a un pouvoir de saisine du juge, quoi. Donc là, il y a un énorme travail à faire de vulgarisation et d'une chaîne d'accès aux droits pour les victimes. Now we see a massive counterattack from business. So there is massive lobbying from business actually to postpone the law, to make it weaker, to have all kinds of loopholes. And we're now in the situation that the Parliament will take its position within a month from now. And we've seen that some of the political groups in the Parliament doing everything they can to weaken the law. And what they are saying is basically almost one-on-one with what the business lobby is telling them and asking them to do. We think that there is a lot of money involved in the business lobby against or to weaken this proposal. You see the threats that business is doing. They're saying, oh, if you do this, we move our production out of Europe. That's always the argument that they're using. If you regulate us, you're gonna lose jobs.
or we're not going to make any money anymore and we can't compete with other companies from outside Europe. We don't have that power. Our power lies to a large extent in mobilizing public opinion and public pressure. So that's what we're going to do in this campaign. Unfortunately, there's many arguments against this type of legislation. In Brussels at the moment, it's trendy for some to say that after the COVID crisis, after inflation, after soaring energy prices, now with the war in Ukraine, this is not the time for any new type of legislation. That's a general political argument that's being made, but it's a very dangerous one for this project at the moment. We are moving from a world of voluntary measures where companies could be a part of voluntary agreements into a world where we say that is no longer enough. There needs to be legal consequences. Les entreprises voient encore cette loi comme un risque pour elles, alors qu'il faut changer dans les mentalités et on ne s'intéresse pas aux risques que la loi fait peser sur elles, on s'intéresse aux risques que leurs activités font peser sur les tiers, donc sur les riverains, sur les travailleurs, sur l'environnement, dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc clairement ici, on voit une division, mais nous combattons clairement cette division et nous sommes assez optimistes que l'Union européenne sera assez ambitieuse pour mettre en place assez rapidement un texte qui fera la différence. Maintenant, en tant qu'entreprise, on sait que souvent, un procès va prendre beaucoup d'années et à la fin du compte, peut-être que l'entreprise va devoir payer une certaine amende. Ça, ce n'est pas une sanction dissuasive. Ce n'est pas une sanction qui va avoir un effet préventif où les entreprises vont dire « je ne vais plus le faire ». Les entreprises doivent inclure dans leur gouvernance les forces de production, que sont les travailleurs, que sont leurs représentants, que sont les syndicats, dans la manière de produire en Europe et à l'extérieur au travers de leur chaîne de valeur. Ce dumping social brise la solidarité entre tous ces travailleurs. Et ça, c'est la grande difficulté. Donc, il faut, pour trouver des solutions, il faut faire remonter la notion de solidarité qui est à la source de la création des syndicats. C'était la raison d'être des syndicats. En attendant, les procès ont éveillé l'opinion publique, ont permis de tester la résistance juridique de la loi. Mais l'essentiel, me semble-t-il, et ailleurs, c'est que dans les entreprises, il y a une nouvelle donne. Il y a quelque chose qui s'est allumé et ça ne sera plus jamais comme avant. On sait qu'il y a des choses qui sont interdites qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Et ça, dans l'évaluation qu'on a fait, c'est que même celles qui font le service minimum savent qu'un jour, ils peuvent être sous le coup d'un juge et que l'opinion publique ne leur pardonnera pas. Qu'est-ce qu'il en découlera? Il en découlera des plans de filières préventifs, des labels, des scorings de responsabilité sociale et environnementale, des systèmes assurantiels. Tout ça va s'inventer. Il va s'inventer dans les pays tiers. Certains me disent, tiens, pour continuer à travailler avec l'Europe ou la France, il va falloir qu'on puisse certifier que nos enfants vont à l'école. Donc on va développer une politique d'éducation nationale dans tel ou tel pays, on va la renforcer pour pouvoir continuer à commercer avec l'Europe. Donc c'est une loi, j'aime à dire, qui génère du droit. Le devoir de vigilance est nécessaire. Il est nécessaire en Europe, il est nécessaire dans le monde pour remettre l'humain au centre de nos priorités politiques, de nos priorités économiques. C'est essentiel. Il nous faut une loi parce qu'il nous faut des règles qui valent pour tous. Et il faut essayer de changer de paradigme qui est actuellement le volontariat, l'unilatéralité des entreprises quand il s'agit de mettre en œuvre ou pas les droits humains et notamment les droits des travailleurs.